Guy Gauzelin a parlé des projets à moyens constants. Moi, je risque de vous parler d'un projet à moyens inconstants. Et voilà, c'est la réalité du terrain et du secteur et comment, quand on essaie un peu d'innover, justement, les difficultés qu'on peut rencontrer. Alors, la médecine globalement change. Je ne vais pas répéter ce qui s'est dit ce matin, notamment à tout le changement de paradigme. Mais la question qu'on peut se poser, c'est comment la psychiatrie peut suivre ce mouvement général de la médecine qui sort du dogme de la médecine curative pour aller vers la médecine préventive. Et il y a deux éléments qu'il faut bien distinguer, même si les objectifs peuvent être les mêmes. On pourrait évoquer d'une part une psychiatrie prédictive, c'est ce qui se passe avec le dépistage précoce, les interventions précoces, et puis peut-être aussi, et ce qui nous échappe malheureusement encore, une psychiatrie préventive. Comment prévenir l'apparition des troubles mentaux? Alors, quelle est la place de la psychiatrie dans ce mouvement novateur qui est celui des interventions précoces? Quand on parle du premier épisode, on l'a dit ce matin, on a encore du mal à le définir. On ne sait pas quand ça commence exactement, à partir de quels éléments cliniques on pourrait le repérer. Il n'y a rien de spécifique. On entend souvent par premier épisode un épisode aigu. Or, on sait que 70 à 70% des premiers épisodes sont d'installation progressive et non pas aiguë. Ce qu'on retient, c'est qu'ils se manifestent par des manifestations délirantes et hallucinatoires. Or, les signes négatifs sont les plus fréquents, notamment le retrait, l'isolement, la négligence, etc., ce qui rend encore plus difficile le repérage. On ne sait pas quand est-ce que ça finit, à quel moment se finit un premier épisode, pas de définition consensuelle. Donc on est déjà sur un terrain, si ce n'est que sur le plan théorique, qui est assez difficile à maîtriser. Et c'est pour ça d'ailleurs les études qu'on peut compulser à travers la littérature parlent parfois de choses extrêmement différentes. Peu importe, la vision que nous avons actuellement et par rapport au modèle neurodéveloppemental, c'est une vision qui, de mon point de vue, est complètement fausse. C'est une vision linéaire. On a une phase prodromique, un premier épisode, rémission, rechute. Or, la réalité, c'est pas du tout ça. La réalité, c'est plutôt ça. C'est-à-dire des phénomènes ou ce qu'on peut appeler des facteurs de risque qui vont impacter le développement cérébral avec des manifestations plus ou moins d'apparition plus ou moins précoces ou tardives, mais que surtout les facteurs de risque eux-mêmes qui peuvent contribuer donc au développement du trouble vont modifier son évolution et le pronostic. Je prends exemple, je ne sais pas si le pointeur marche. Bon, c'est pas grave. Je prends l'exemple du cannabis. Il est connu comme étant un facteur de risque de troubles psychotiques. On a un corpus de données extrêmement robuste qui le démontre, mais en même temps, le cannabis est reconnu et identifié comme un facteur de stress, puisqu'il engendre tout un ensemble de réactions biologiques, notamment à travers l'axe du stress, et donc il va encore, à son tour, engendrer un autre facteur de risque, qui est le stress. Donc vous voyez que les choses sont beaucoup plus compliquées que ça, c'est-à-dire que les facteurs de risque eux-mêmes vont interagir entre eux et complexifier un peu la situation. Ce matin, quelqu'un parlait du cancer du sein, avec les éléments de dépistage, etc. Le cancer, comme tous les cancers, est un trouble d'une affection complexe. C'est ce qu'on appelle les maladies complexes, c'est-à-dire où il y a des interactions entre les gènes et l'environnement. Mais on peut considérer que les affections psychiatriques, c'est parmi les plus complexes des maladies complexes. Parce que le nombre de facteurs qui interviennent est non seulement génétique, mais environnementaux, sont eux-mêmes d'une très grande complexité. Ils interagissent entre eux, les facteurs épigénétiques ou les mécanismes épigénétiques. Donc vous voyez qu'on est dans des choses qu'on a encore beaucoup de mal, mais ce n'est pas le sujet de mon propos aujourd'hui. C'est juste pour vous dire qu'il y a deux positions qui peuvent être différentes, notamment par rapport à cette histoire de premier épisode. Ce qu'on a fait jusque-là, de manière tout à fait classique et traditionnelle, c'est qu'on s'est positionné après l'apparition des troubles, et puis de manière rétrospective, mettre en évidence cette phase prémorbide ou ce premier épisode. L'attitude qui serait maintenant à conseiller, qui est recommandée maintenant, c'est plutôt de se positionner dans quelque chose de beaucoup plus prospectif,
pour se mettre en tout début d'évolution du trouble, pour pouvoir le repérer et le dépister très précocement et le prendre en charge, avec l'idée bien sûr, parce que cette intervention précoce a des objectifs, elle a des buts. Le but c'est quoi? C'est qu'on part d'une évaluation qui peut paraître tout à fait pertinente et logique. Plus on intervient tôt, mieux le pronostic sera. Ça reste encore à démontrer. Mais on peut en tout cas le penser. Alors, il y a des anomalies qui accompagnent l'apparition du trouble. Ces anomalies, on l'a dit, vont accompagner le premier épisode. Ils sont antérieurs au premier épisode. C'est ce qu'on appelle les populations, en tout cas ce que peuvent présenter les populations à ultra haut risque. Donc l'idée, excusez-moi, l'idée c'est pas tant d'attendre le premier épisode pour intervenir, c'est d'aller l'attendre beaucoup plus tôt, en amont, si vous voulez, pour pouvoir intervenir. Donc c'est la question qui va se poser, c'est comment agir, comment repérer ces personnes à risque et comment pouvoir intervenir à leur niveau. Deux attitudes qui sont partagées par ailleurs par les deux grandes écoles actuellement que nous connaissons en matière d'intervention précoce, l'école allemande et l'école anglo-saxonne. Vous voyez qu'ils interviennent à des moments différents. Dans l'école anglo-saxonne développée notamment par l'équipe de Melbourne, etc., c'est les populations dites à haut risque qui sont déjà d'un certain âge, avec un certain nombre de critères. En général, il y a 3 groupes de critères qu'on détermine. Mais vous avez l'école allemande qui, elle, essaie d'intervenir beaucoup plus tôt que ça. Et donc, forcément, plus vous intervenez tôt, moins vous avez d'éléments cliniques patents, moins vous avez de spécificité dans la détection de ces troubles. Mais, encore une fois, l'enjeu derrière, c'est toujours de dire la précocité du repérage. Et alors, va se poser un gros problème, et qui se pose d'ailleurs encore, c'est de se dire, OK, on va repérer les gens dits à risque, mais ils ne sont pas encore malades, ils sont à risque. Mais parmi eux, qui va évoluer vers le trouble, patent, déclaré, et qui ne va pas? C'est-à-dire, autrement dit, quels sont les vrais positifs, ceux qui vont vraiment développer la maladie, et ceux qui ne le sont pas. Et là, on est devant un véritable souci, pas uniquement sur le plan méthodologique, pas sur le plan clinique, mais même sur le plan éthique. Et c'est des questions, d'ailleurs, qui continuent de se poser à nous, et comment, justement. Sachant que, de toute façon, si on doit intervenir, notamment pour les troubles psychotiques, c'est des troubles extrêmement rares. Leur incidence est très faible. Vous voyez, 2 cas pour 10 000 et par an. C'est rare par rapport aux autres troubles psychiatriques, de manière générale, qui sont plus fréquents. Donc, si vous avez une ville de 20 000 ou 30 000 habitants, attendez-vous qu'il y ait quelques cas uniquement par an, et encore, il faudra aller les chercher. Alors, que signifie intervention précoce en psychiatrie? Et là, je pense que c'est extrêmement important de préciser la définition de ce terme, parce qu'il peut prêter à confusion. Intervention précoce, on n'a pas encore d'éléments spécifiques, on peut appeler biomarqueurs ou autres, qui peuvent nous aider à repérer de manière sûre, avec la plus grande sensibilité, la plus grande spécificité possible, ces malades-là. Donc en fait, ce qu'on appelle intervention précoce en psychiatrie, c'est essentiellement de la prévention secondaire. La prévention secondaire, c'est quoi? C'est repérer un trouble le plus tôt possible dès le début de son apparition. Et ça, c'est extrêmement important qu'on soit précis sur ces termes d'intervention et de prévention secondaire. Alors voilà, j'arrive un petit peu au cœur de mon sujet, le problème des liens entre addiction et troubles mentaux. Alors, les addictions sont maintenant, on sait qu'ils sont très présents dans le parcours de nos malades, notamment psychotiques, qu'ils apparaissent très tôt, avant même l'apparition des signes de la psychose, qu'ils ont un effet extrêmement négatif dans l'apparition, c'est un facteur de risque, mais également dans l'évolution, dans le pronostic, dans l'adhésion au traitement, dans les rechutes, dans la sévérité des troubles. Donc les addictions jouent un rôle extrêmement important dans la vie de nos malades et pas forcément un rôle positif. Et donc parmi tous ces malades qui ont des comportements d'addiction, on va se poser la question, quels sont ceux vers lesquels il faudrait que notre attention soit attirée, qui parmi eux il faut repérer et suivre. Alors, les substances, on l'a dit également ce matin, les plus impliquées dans la vie de nos malades, qui sont les plus utilisées, il y a en premier lieu le tabac,
c'est la substance la plus consommée. Et vous avez également le cannabis et le tabac, et l'alcool, pardon. Alors, la substance qui a donné lieu au plus de travaux, jusqu'à présent, on a des centaines et des centaines d'études, c'est le cannabis. Le tabac, beaucoup moins, l'alcool, encore moins. Et pourtant, c'est des substances qui sont très consommées. Mais vous voyez, par exemple, la fréquence de la consommation du tabac, du cannabis, pardon, elle est très importante, puisque au début de la maladie, pratiquement tous les malades ont plus ou moins consommé du cannabis à ce moment-là. Et donc, parmi ces substances, la substance qui est liée le plus fréquemment à l'apparition des troubles psychotiques est le cannabis, mais ça, c'est des choses que vous savez déjà. Alors, juste quelques données pour un peu asseoir, disons, cette certitude que vraiment le cannabis est bien impliqué dans les processus psychotiques. Là, une méta-analyse parmi tant d'autres, il y en a des dizaines. C'est des cohortes de patients qui ont été suivis, qui ont développé un premier épisode. Et que montre cette méta-analyse? D'ailleurs, ce que maintenant on admet de manière pratiquement consensuelle, c'est que le cannabis est présent avant même l'apparition du trouble psychotique. Que deuxièmement, ceux qui vont développer un trouble psychotique sont des malades qui ont consommé très précocement le cannabis. Donc il y a la précocité de la consommation qui est un facteur qu'il faut repérer. Et la fréquence de la consommation, c'est-à-dire son importance. Elle peut être en nombre ou en quantité de cannabis consommé, mais également en concentration de cannabis consommé. Là aussi, une autre méta-analyse plus récente qui montre bien que les ultra-hauts risques, c'est-à-dire ceux qui étaient repérés comme étant à risque, ceux qui vont faire une transition psychotique, parmi eux, un nombre important de consommateurs de cannabis. Mais ce que montre cette étude, c'est une projection qui n'a pas été encore tout à fait, je veux dire, confirmée, c'est que les auteurs sont posés la question, et si ces jeunes à risque ne fumaient pas, est-ce que ça pourrait éviter leur évolution psychotique? Et donc leur prévision, c'est que si on arrive à prévenir ce type de consommation, on peut prévenir jusqu'à pratiquement un quart des évolutions psychotiques. Ça paraît peut-être optimiste, mais en tout cas, ça mérite d'être éventuellement évalué dans des études longitudinales. Dernière étude que je vais vous montrer, la plus récente, une étude européenne, mais il y avait aussi un centre brésilien. Ils ont pris plus de 900 premiers épisodes psychotiques et ils ont essayé de voir quel était le lien avec le cannabis. Et là, on retrouve toujours un peu les mêmes données qu'on retrouve pratiquement dans toutes les suivis, aussi bien de cohortes que les études transversales. C'est que plus le cannabis est consommé précocement, plus les quantités sont importantes et plus la concentration en THC est importante, plus que le risque de développer un premier épisode est important, même en ajustant tous les autres facteurs, âge, sexe, niveau socio-économique, etc. Donc voilà, les choses sont maintenant admises, elles sont établies. Je vous dis, il y a un corpus de données qui est très important. Donc on va essayer à partir de là de voir ce qu'on peut faire. Le tabac, il y a quelques études qui commencent. Là aussi, on retrouve un peu les mêmes choses que pour le cannabis, la précocité de la consommation et l'importance de la consommation qui seraient également des facteurs de risque. On a des données scandinaves qui sont assez intéressantes et probablement l'hypothèse émise, c'est que peut-être le tabac, aussi bien que le cannabis, aurait un effet neurotoxique et donc jouerait un rôle dans le neurodéveloppement. Les autres substances sont plus rarement utilisées par nos jeunes à risque, notamment tout ce qui est sédatif, amphétamine, etc. Et pour le moment, ils auraient un rôle entre guillemets accessoire. Alors, parmi donc ces consommateurs à risque, et qui, à partir de ce lien qu'on a établi, comment on pourrait justement intervenir et établir des stratégies d'intervention précoce? Alors, on peut, parce que vous savez que dans la plupart des équipes qui s'intéressent au dépistage précoce, c'est souvent des équipes de recherche, des équipes universitaires, avec de gros moyens, de gros réseaux, pour pouvoir recruter, compte tenu de l'incidence très faible de la maladie, 2 cas pour 10 000 habitants. Donc, ils ont besoin d'avoir des réseaux de repérage qui leur adressent ces jeunes à risque pour pouvoir les évaluer et les suivre. Ce que nous n'avons pas, malheureusement, dans nos secteurs. Et donc, l'idée, c'est plutôt d'avoir comme ça des dispositifs très généraux, peut-être essayer de cibler un peu plus quand, justement, nous n'avons pas tous les moyens dont disposent ces équipes de recherche. Et donc l'idée à partir de laquelle nous sommes partis dans notre service, c'est que peut-être que les jeunes consommateurs, et notamment ceux qui consomment très tôt, ceux qui consomment beaucoup, et
et ce qui pose par ailleurs d'autres problèmes, peut-être que c'est des candidats potentiels à des repérages et des interventions précoces. Donc je vous précise qu'on a la charge d'un secteur qui est relativement peuplé, 145 000 habitants, plus rural qu'urbain, et avec des moyens, une offre de soins relativement limitée, à peine 15 lits d'hospitalisation, 2 CMP et une équipe médicale qui reste quand même, on est encore en insuffisance d'effectifs. Bon, peu importe, c'est à partir de ces moyens dont certainement vous avez après le même niveau, disons, de moyens à votre disposition, qu'est-ce qu'on peut faire pour un peu appliquer ce qui nous vient de ces études et de cette recherche. Alors, je vous cite cette étude parce qu'elle me semble intéressante. Elle n'a pas été répliquée. C'est l'étude de Canon, qui ont également suivi des jeunes à risque, une étude américaine, et ils ont eu, parmi ces jeunes, 35% de transition psychotique. C'est d'ailleurs les chiffres qu'on retrouve dans la plupart des études qui s'intéressent aux populations à risque. Il y a à peu près toujours 60% de faux positifs. Donc 60% qui, au bout d'un an, 2 ans, ne font pas de transition psychotique. Mais ils ont amélioré leur prédictivité et donc la sensibilité de leur système de détection par des systèmes d'algorithmes et en combinant différents facteurs de risque. Là, ils ont pris 5 facteurs qu'ils ont considérés comme étant de risque dans les addictions. Et en les combinant, ils ont réussi à améliorer de manière extrêmement importante la prédictivité et du taux de transition, puisque de 35%, ils sont arrivés à presque 80%. Donc il y a probablement des choses à faire. Malheureusement, je n'ai pas trouvé d'études de ce type. C'est la seule que j'ai pu repérer. Il y en a peut-être deux, mais que ma recherche a été insuffisante, mais elle me semble particulièrement intéressante. En combinant comme ça des éléments à risque, on peut arriver à quelque chose de plus sensible. Une autre donnée, avant de parler de notre dispositif à nous, méfiez-vous des jeunes qui viennent parce qu'ils ont fait ce qu'on appelle un épisode psychotique induit par une substance. On voit plein de jeunes qui ont fumé beaucoup de cannabis, qui arrivent aux urgences, désorganisés, hallucinés, délirants. Le lendemain ou le surlendemain, ils vont mieux et rentrent chez eux. Cette étude scandinave, sur une cohorte de plus de 6000, il me semble, voilà, 6700 ce qu'on appelle pharmacopsychose, suivi sur plus de 15 ans, 30% ont évolué parmi eux vers un trouble schizophrénique et un trouble bipolaire, et c'est surtout les fumeurs de cannabis qui ont évolué vers la schizophrénie, et notamment dans un délai particulièrement court, en 3 ans. Donc, ce qu'on peut retenir de cette étude, que ces jeunes qui développent des épisodes psychotiques suite à la consommation de substances, il faut les surveiller comme le lait sur le feu. Donc voilà le dispositif, j'y arrive. Concernant donc ce qu'on a mis en place, nous, par rapport à ces jeunes consommateurs, donc on appelait DIPADO, dispositif d'intervention précoce auprès de jeunes consommateurs à risque. Et donc le problème était très simple. On s'est posé avec nos moyens, notre environnement, notre organisation sectorielle, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Comment identifier les sujets à risque? Comment on peut les détecter? Et comment on peut intervenir? 3 questions qui se sont posées à nous sur 3 niveaux différents. Et on s'est inspiré d'un modèle suisse de l'équipe de Lausanne sur justement le modèle d'intervention précoce qui distingue 4 niveaux différents. Vous avez le premier niveau qui est le niveau de la promotion d'un environnement favorable et qui, pour le moment, nous, en tant que soignants, nous échappe. Il relève plus des politiques de la ville, politiques du travail, politique de la santé, etc. C'est-à-dire, en fait, droit au logement, droit au travail, droit à l'éducation, respect de ceci, cela. Et donc, tout ce qui peut être fait sur le plan des décisions politiques concernant qui ne pas. Deuxième niveau, qui peut être aussi bien individuel que collectif, et qui est l'idée de repérer les gens dits à risque. Et enfin, on arrive à ce qui relève beaucoup plus de nos compétences en tant qu'équipe soignante, l'évaluation et la prise en charge. Donc on s'est inspiré de ce modèle et on s'est dit comment favoriser justement le repérage précoce parmi ces jeunes consommateurs. Et une des premières choses qui s'est un peu imposée à nous, c'est de dire il faut former. Il faut former qui? Il faut former toutes les structures, toutes les personnes, tous les professionnels
qui sont en contact avec ces jeunes-là qui nous intéressent, consommateurs et qui posent problème. Donc, c'est les communautés éducatives, c'est-à-dire l'éducation nationale, médecins scolaires, infirmières scolaires, etc., les professionnels notamment, pardon, les professionnels qui travaillent au sein des consultations jeunes consommateurs, tout ce qui est en formation, notamment les apprentis, les élèves dans le lycée professionnel, etc., ceux qui sont en décrochage scolaire, et puis du partenariat avec un certain nombre d'établissements. Donc on a fait le tour un peu de ces structures et de ce qui existait au sein de notre territoire. Et comme il s'agissait d'un dispositif pilote, parce qu'on devait le tester pour voir si ça marche ou pas, avant de pouvoir le proposer à un territoire, ou en tout cas à l'ensemble du département. Donc, on a contacté toutes ces personnes-là, on a leur rapport écrit, on a fait des réunions de formation, et on leur a dit, voilà, vous n'avez pas besoin d'être psychiatre ou psychologue, dites-nous simplement que chaque fois que vous avez repéré un jeune, et vous savez qu'il consomme, notamment du cannabis, et que ce jeune, en plus de sa consommation, vous allez le repérer par un comportement particulier, qui est suffisamment visible pour pouvoir le repérer. Un jeune dans l'aspect se néglige, qui s'isole, qui a des problèmes de comportement, d'agressivité, qui est en décrochage scolaire, qui a fugué, qui fait une tentative de suicide. Voilà. Donc c'est relativement grossier, je le sais, mais c'est ce qui me semble être le plus efficace dans l'environnement dans lequel on travaille. Quand vous avez affaire à des éducateurs, à des travailleurs sociaux, à des infirmières scolaires, etc., à des médecins généralistes, il ne s'agit pas de leur donner la carme, ça faire passer, etc., plutôt les aider à avoir une appréciation extrêmement facile de ces situations-là. Donc voilà un petit peu notre logo. Alors, contrairement à Guy Gozlan, voilà, c'est le seul logo que j'ai à vous présenter, d'IPADO. Donc voilà, les objectifs: repérer des conduites addictives à problème, les dépister et ensuite proposer. Alors, qu'avons-nous fait ? Donc on a contacté les partenaires, on leur a écrit, on les a réunis, on leur a expliqué le dispositif, on les a formés. Et donc on leur a dit à ce moment, chaque fois que vous avez un jeune qui rentre dans cette configuration-là, on est prêt à le recevoir. Et donc ça s'est fait à notre CMP. En première ligne, nous avons mis une infirmière qui reçoit en premier le jeune, une infirmière ayant suffisamment d'expérience pour pouvoir dire repérer des manifestations psychiatriques. Ensuite, si l'infirmière considère, qui a porté un diagnostic infirmier, considère qu'il y a peut-être des choses à évaluer, il faut aller un peu plus loin ou des choses un peu inquiétantes, elle confie le jeune à une neuropsychologue qui fait un bilan neurocognitif. Et on sait très bien que dans ces troubles émergents, les déficits, les troubles cognitifs sont pratiquement toujours présents. Et si la psychologue, il y a aussi une intervention de l'assistance sociale, à ce moment considère qu'il y a vraiment une situation psychiatrique à évaluer, elle passe au psychiatre qui, lui, arrive en dernier pour faire l'évaluation clinique, faire un diagnostic psychiatrique clinique et proposer un traitement. Voilà notre protocole. Ça s'adresse aux jeunes entre 15 et 25 ans. On a un numéro d'appel pour les professionnels uniquement, une adresse mail, un premier rendez-vous relativement rapide. Dans les premiers jours, dès qu'on est contacté, l'infirmière reçoit le jeune. Et ensuite, comme je vous ai dit, une évaluation infirmière avec une échelle qui évalue le comportement, enfin l'addiction elle-même, d'EPADO, une échelle québécoise qui pouvait télécharger gratuitement, et ensuite les différents intervenants. Tout cela à moyens constants. On a pris un peu de temps de médecin, un peu de temps de neuropsychologue, un peu de temps d'infirmière, etc. Nous n'avons obtenu pour le moment aucun moyen supplémentaire. Mais encore une fois, l'idée derrière et notre objectif, c'est de dire, est-ce que ce genre de choses peut marcher? Est-ce qu'on peut éventuellement, en lançant le filet comme ça, qu'est-ce qu'on peut ramener comme problème? Là, voilà la dernière file active suivie par le psychiatre. C'est-à-dire que je ne vous ai pas mis tous les jeunes qui ont été reçus par une infirmière, par la psychologue, l'assistante sociale, et qui n'ont pas nécessité l'intervention d'un psychiatre. On a pris, ce que je vous note ici, c'est la file active de cette année, avec un psychiatre qui concerne une demi-journée par semaine à ces malades-là, qui continue de suivre. Donc, vous voyez les âges, ça va de 17 à 25 ans. Là, le sexe, donc il y a peut-être une surreprésentation des garçons. Le type de substance consommée, vous voyez un peu de tout, et les troubles identifiés. Donc, il n'y a pas que de troubles psychotiques,
Bon, mais intervention précoce ne veut pas dire uniquement trouble psychotique. C'est intervenir pour toute pathologie psychiatrique émergente, d'autant qu'on sait qu'à ces âges-là, c'est à ces âges que débutent la plupart des pathologies de l'adulte. Donc voilà un petit peu, et donc ces jeunes continuent d'être suivis par le psychiatre. Ces jeunes n'auraient pas été repérés en dehors de ce dispositif. On les aurait reçus comme traditionnellement, jusqu'à un moment de sévérité ou de gravité ou de recrudescence des troubles, aux urgences. Elle serait finie peut-être par une HDT ou une hospitalisation libre, peu importe. Voilà. Donc, pour vous conclure, on a des preuves solides actuellement, des liens qui existent entre la consommation de substances, les troubles psychiatriques d'une manière générale, et plus particulièrement les troubles psychotiques, que cela fait partie donc des facteurs de vulnérabilité, et que parmi ces jeunes consommateurs, il ne s'agit pas de voir tous les fumeurs de cannabis, tout azimut, ça serait impossible, mais parmi eux, il y a des éléments qu'on peut repérer et qui peuvent justement attirer l'attention. C'est la précocité de la consommation, la concentration et le type de substance utilisée, les facteurs éventuellement génétiques, antécédents familiaux, etc. Et ce qu'on peut repérer aussi comme histoire familiale ou histoire individuelle difficile, abus, maltraitance, carence éducative, etc. Enfin, tout, voilà. Et l'intervention, justement, est considérée actuellement comme l'un des objectifs. Voilà. Et je fais comme Guy Gozlan, je fais la publicité de cet ouvrage récent qui a été donc rédigé par une équipe d'experts francophones. Il y a des Français, des Suisses, des Canadiens, des Belges et beaucoup de Français. Et nous avons eu le plaisir, avec mes collègues Sarah Benamar et Célia Kedash, d'écrire un des chapitres de ce livre qui est « Quelle est la place de la consommation de substances dans justement l'émergence des troubles psychotiques ?» Je vous remercie. Un grand merci pour cet éclaircissement. Vraiment, c'est rassurant de savoir comme ça les praticiens, surtout dans ce fléau hein, des polytoxicomanies, polyaddictologie, d'être très vigilant comme ça à nos populations de jeunes. On peut parler des jeunes, hein, on n'a pas parlé des plus anciens, mais c'est vrai que c'est eux qui nous concernent. Il n'y a pas dans les tuyaux quelques possibilités d'introduire peut-être des antipsychotiques d'emblée dans ces prises en charge-là Quel est votre point de vue là-dessus? Alors, on n'est pas dans les traitements préventifs comme cela est décrit au sein des équipes de recherche, c'est-à-dire on met des traitements chez des personnes à risque. On n'est pas du tout dans cette configuration-là. Nous, on est dans l'évaluation et dès qu'un trouble psychiatrique patent est repéré, on le traite. Alors, il y a d'autres pathologies, notamment l'année dernière, il y a eu beaucoup de troubles hyperactivité, des choses comme ça qu'on a détectées à travers justement le cannabis et qu'on a traité, hein, notamment par le méthylphénidate. Donc là, il y a beaucoup de troubles de l'humeur, de dépression, à savoir ce que c'est ces dépressions, quel va être leur devenir, mais ils sont traités. Il y a 2 troubles psychotiques actuellement traités. Ce qui les caractérisait, c'est que tous les 2 étaient de gros consommateurs de cannabis. Il y a des troubles bipolaires, dans le diagnostic qui a été fait sur des éléments cliniques, mais également des antécédents familiaux. Ils sont également traités. Voilà. Donc en fait, ce que je vous ai cité là sont des troubles qui ont été diagnostiqués et qui sont en cours de prise en charge et de traitement. Voilà. Merci pour ces précisions. Je pense qu'il y a deux paires. On a notre invité, on a plusieurs bras qui se lèvent. Il y avait Nicolas Lalo aussi qui voulait intervenir. Où est-il? Sur la maison des 16-25 ans. Il y avait Thierry Danel. Je vais laisser la place à Thierry Danel. Après, je reviens dans la salle pour à mon maître Thierry Danel. Puis je suis le chef. Bon, Thierry Danel, je suis médecin et je suis à la direction de la fédération. 2 choses. Une information. Donc d'abord, mes remerciements pour cet exposé extraordinaire qui est pas si souvent acquis, je pense. Et c'est pour ça que donc la fédération organise, je le rappelle, est vraiment au cœur du sujet de ce que vous venez de nous dire. Il va y avoir le 26 novembre à Saint-Amand, une après-midi justement sur approche intégrative ou approche coopérative. Bon,
de prise en charge, effectivement, de ces adolescents avec prise de, je veux dire, en large produit. Vous avez quand même sorti aussi des chiffres sur le cannabis, c'est quand même tout à fait impressionnant et qui fait qu'on a bien raison de penser nos prises en charge. Et un commentaire, il y a de nos collègues qui sont pas encore véritablement persuadés de ce qu'il faut bien s'articuler dans ce type de prise en charge, en disant, bon, le cannabis, c'est de l'addiction, pouf, allez voir les addictologues, et des addictologues qui disent, oh, il y a un trouble psychique, allez voir les psychiatres. Et je pense que c'est vrai qu'une vraie coopération me semble importante. Donc le 26 novembre à Saint-Amand, pour continuer sur le sujet. Vous remercie encore, monsieur. Merci. J'avais un bras qui s'est élevé dans la salle. Monsieur l'UNAFAM, combien de jeunes, à combien de jeunes vous envoyez la demande de venir vous voir et combien viennent effectivement? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, je m'interroge toujours sur la famille ou la place de l'UNAFAM dans votre dispositif. Alors, on ne s'adresse pas directement aux jeunes. On s'adresse à des professionnels qui sont en contact avec les jeunes. Donc c'est quoi? C'est essentiellement les établissements scolaires comme les lycées, le foyer jeunes travailleurs, la mission locale, la consultation jeunes consommateurs, les médecins traitants. Voilà. Donc tous les professionnels qui, à un moment ou à un autre, peuvent être sur le parcours de ces jeunes-là. Et donc c'est à eux qu'on s'est adressé et c'est eux qui nous adressent ces malades avec les éléments de repérage qu'on leur a donnés. Alors, c'est pour cette raison que pour le moment, on ne s'adresse pas aux familles. Parce que c'est compliqué de dire aux familles, chaque fois que vous avez un jeune consommateur, vous nous l'envoyez. Vous savez très bien l'angoisse des parents, chaque fois qu'ils trouvent un peu de cannabis caché dans la chambre du jeune, c'est la panique, etc. Donc, pour le moment, ça ne nous semble pas judicieux de passer par les familles pour pouvoir repérer. En tout cas, nous n'avons pas les moyens de le faire. Mais les professionnels, ça semble quelque chose il me semble un peu plus efficace et peut-être, et d'ailleurs on le voit bien à travers nous sommes un secteur de 145 000 habitants, mais on s'adresse essentiellement à une ville où il y a 25 000 habitants, ce qui est déjà pas mal, hein, de pouvoir repérer ces jeunes-là et de leur proposer une prise en charge très précoce. À ceux qui sont là, bien sûr, ils sont suivis. Ben, c'est difficile à dire parce que quand en général le professionnel nous appelle pour nous dire voilà j'ai un jeune, c'est qu'il a déjà l'accord du jeune. Alors ce que je vous ai pas donné ici, bon j'aurais dû peut-être vous ramener des chiffres un peu plus précis, mais il y a plein de jeunes qui sont reçus d'abord par l'infirmière et qui décident ou qui considèrent qu'ils n'ont pas vraiment besoin de... Parce que vous savez ce que c'est, dès qu'on apprend qu'un jeune consomme, on panique et on veut l'envoyer chez le psychiatre. Donc il y a beaucoup de jeunes comme ça qui sont, je dirais, des consommateurs entre guillemets festifs, qui n'ont absolument aucune problématique psychologique, et ça s'arrête à l'infirmière. Voilà, ça ne va pas plus loin. Il y a un deuxième niveau on rencontre des difficultés sociales, et à ce moment, c'est l'assistance sociale qui prend en charge. Ce que je vous ai donné ici, c'est ce qui arrive au psychiatre, ce qu'on considère comme vraiment des pathologies qui ont été repérées précocement. Donc moi, je voudrais vous remercier pour votre intervention qui est très précise et bien explicative. Bon, j'ai quand même un problème avec la stigmatisation et des jeunes et du cannabis. Et donc, votre présentation est tout à fait compréhensible ici devant un auditoire de professionnels. Elle devient inaudible en population générale et en communication parce que, bon, on est à un moment aujourd'hui où effectivement, d'abord, nous, on a fait des études dans les milieux scolaires en Belgique, donc tous les jeunes ont été interrogés. On est à peu près à 55 à 60% de jeunes entre 15 et 25 ans qui fument du cannabis. Alors, plus ou moins fort, plus ou moins, etc. Donc ça, il y a des nuances effectivement à apporter. Tous ne sont pas évidemment sujets à des situations avec des problèmes psychotiques ou des détections doivent être faites. On est aussi sur un discours sociétal qui, comment dirais-je, promeut le cannabis thérapeutique
permet effectivement un certain nombre d'utilisations du cannabis. Donc il y a une éducation aussi à la santé qu'il faut faire par rapport à ça. Donc il faut être extrêmement prudent par rapport aux liens de cause et effet. Vous avez parlé des facteurs de stress et des facteurs de cannabis. On ne sait pas très bien quelle est finalement la cause du déclenchement. Est-ce que c'est le stress ou est-ce que le cannabis? Il y a une controverse scientifique à ce niveau-là. Donc je pense il faut, moi je trouve que vous avez très bien présenté, on vit en France ou en Belgique dans des populations qui avant tout boivent de l'alcool, énormément. Et moi j'ai une expérience aussi, par exemple, par rapport au cannabis, en tout cas les informations que donnent les utilisateurs de cannabis, c'est qu'ils ont d'abord commencé par le cannabis pour fumer la cigarette, et après pour devenir à 25-30 ans, en fait, accrochés à la cigarette. Le cannabis, qu'est-ce que ça a fait? Ça a permis finalement de devenir un fumeur. Donc, c'est l'effet stigmatisant de communication dont il faut être extrêmement attentif, je pense, en tout cas en population générale. Bon, rapidement, parce que c'est un débat très, très vaste, mais je vais vous répondre très rapidement. Alors, justement, ce qui fait la différence entre notre dispositif et ce qui nous vient des grandes équipes de recherche, c'est que les équipes de recherche s'adressent à la population générale, par l'intermédiaire d'affichage, de sites internet, etc. Ils essaient de sensibiliser au problème du dépistage. Nous, on s'adresse uniquement à des professionnels. On n'a absolument aucune communication en direction de la population générale. Pas du tout. On ne communique ni sur le cannabis. C'est des professionnels qui sont confrontés à des situations. Une infirmière scolaire qui est un jeune qui fume beaucoup de cannabis, qui est en décrochage scolaire, qui se bagarre ou qui est déscolarisé, ça lui pose un problème. Donc je peux vous dire qu'ils sont contents quand on leur dit on le reçoit tout de suite, on n'attend pas. Donc c'est pas du tout dans l'idée de communiquer sur le cannabis, sa nocivité, ou au contraire, il faut être permissif. Deuxièmement, il ne faut pas confondre facteur de risque et facteur de causalité. Un facteur de risque n'est pas un facteur de causalité. C'est un facteur uniquement lié statistiquement à un événement. C'est-à-dire statistiquement, on remarque que le cannabis est très fréquemment consommé parmi les jeunes qui vont développer un trouble psychotique. Ça n'en dit pas plus sur les mécanismes ou si le cannabis est à l'origine de la psychose. Ça, c'est le débat qui continue encore et qui est plutôt du ressort de la recherche et certainement pas de la responsabilité d'un clinicien de terrain comme moi, un praticien. Voilà. Mais il ne faut pas confondre causalité et facteur de risque. C'est des choses totalement différentes. J'avais un bras qui s'était levé. Éric Gers, médecin responsable de pôle du secteur de Waterloo-Lers. Je voulais vous remercier pour la présentation que vous avez faite là, cet après-midi. C'était juste une remarque comparativement à ce que vous avez dit cet après-midi et ce qu'on a vu ce matin. Je pense qu'il y a un élément essentiel où nous, les soignants, nous sommes très mauvais. C'est les articulations entre nous, entre la pédopsychiatrie, la psychiatrie adulte, la toxicomanie. Même si on essaie d'améliorer effectivement nos relations, je pense qu'il est essentiel. C'est vital, j'allais dire, pour les patients. J'ai eu la joie de rencontrer les membres de l'UNAFAM et de discuter avec eux lors d'une réunion. Et la souffrance des familles et les difficultés de prendre des rendez-vous parce que quand on dit c'est pas l'un, c'est pas l'autre, etc., c'est vraiment terrible. Je pense qu'on ne peut pas dire que c'est ou de la toxicomanie, ou de la pédopsychiatrie, ou de la psychiatrie adulte, parce que sinon il n'y a personne qui fait rien. Je pense que c'est l'affaire de tous. Et c'est là ce que vous avez montré également, comme ce matin, et je pense que c'est vraiment très très important comme message. Merci Eric. D'autres questions à la salle? Oh pardon, Nicolas, oui, justement. Ben voilà. Oui, merci. Merci Olivier. Docteur Taleb, merci pour ta présentation. Donc un témoignage, hein. Donc moi je suis psychiatre, responsable d'un territoire populationnel qui correspond à Tourcoing, Vaud, Neuville-en-Ferrain. Et depuis juin 2019, pour parler de notre expérience, on a ouvert une structure d'hospitalisation pour les ados, jeunes adultes, 16-25 ans. Alors, moi j'ai beaucoup apprécié les débats. Nous, on est en train d'ouvrir, enfin on vit avec cette structure totalement nouvelle, avec tous les points qui ont été précisés, hein, c'est-à-dire le problème de liens de causalité ou non, de facteurs prédictifs, hein, dans l'idée aussi de pouvoir essayer de mettre en place les prémices, hein, de symptômes pouvant évoluer vers une psychose. Avec les difficultés qu'on a, en fait, on a regroupé ça en 3 secteurs adultes et un secteur de psychiatrie infanto-juvénile, hein, d'articulation entre la psychiatrie adulte et
pédopsychiatrie, hein, avec des PH qui se disent moi j'ai pas fait psy adulte pour faire de la pédo, et les pédos qui disent moi j'ai pas fait pédo pour faire psy adulte, avec une tranche de vie, hein, dont on sait qu'elle est vulnérable, hein, et vis-à-vis de laquelle la comorbidité est très importante. Donc moi j'ai beaucoup apprécié ton intervention. Nous on travaille donc grâce à un DAC qui est un dispositif d'accueil de crise, c'est-à-dire c'est une porte ouverte de consultation immédiate, composée d'infirmiers, psychologues, éducateurs, assistants sociaux, avec derrière, hein, en second rideau, comme on dit, une validation par un psychiatre pour la conduite à tenir clinique. Donc ça, c'est une porte d'entrée qui nous a raccroché avec la médecine générale de manière forte. On a augmenté de 10 points notre activité la première année, et on est en constante progression. Donc on répond certainement avec une perte, en tout cas, d'accroche avec la médecine générale et les services des urgences. Il faut savoir qu'en parallèle, les services d'urgence aussi ont diminué leur activité parce qu'on avait une porte ouverte de l'urgence psychiatrique. Donc cette articulation de la création du DAC et de ce dispositif 1625 nous permet, j'espère qu'on viendra témoigner à 1 an, on aura ouvert, du bien fondé, en tout cas des repérages des troubles précoces chez cette population-là. En tout cas, merci. J'ai rien à dire. Merci Jean. J'ai encore une petite question. Je voulais vous remercier, c'était super clair, précis, net, c'était très intéressant. Et puis je trouve que votre structure, elle est très intéressante à déployer un peu partout en France, parce que ce matin, on a dit que 78% des jeunes avaient du mal à se déplacer justement, à aller déclencher une première consultation. Donc le fait que vous ayez des personnes qui ont un lien de confiance avec le jeune, qui le voient sur d'autres domaines, que ce soit le logement, le travail, sur d'autres choses, et puis c'est des moments de dialogue où à ce moment-là, ils vont pouvoir ils vont parler de leurs difficultés, autres que ce pourquoi ils sont venus. Je trouve que c'est génial. Au contraire, il faut favoriser les structures comme la vôtre, sachant que justement par rapport au pourcentage que j'ai dit, 78% des jeunes ne vont pas. Donc si vous, je sais pas, 20 ou 30% puissent aller, c'est génial. Donc je pense que c'est vraiment positif. Merci. D'autres questions? On va pouvoir passer aux orateurs suivants. Donc un grand merci encore.